Donc, bienvenue à tous. Voilà, on vient ici pour parler un petit peu de Pulumi. Avant toute chose, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser au fur et à mesure dans le chat. J'y répondrai soit au fur et à mesure si je les vois, soit on les gardera pour après. Vous pouvez aussi m'interrompre, on n'est pas trop nombreux, vous pouvez m'interrompre aussi oralement si vous le souhaitez. Il n'y a pas de souci. Alors, on est là pour parler de Pulumi, donc Pulumi que j'ai appelé un Terraform nouvelle génération. Pulumi, c'est quoi? Disons que pour ceux qui connaissent Terraform, la description elle est assez rapide, parce que Pulumi, c'est comme Terraform, mais en mieux. Voilà. Après, ne partez pas tout de suite, je vais essayer d'expliquer un petit peu pourquoi je pense ça. Après, pour les autres, je vais faire rapidement une présentation. Donc, Pulumi, c'est une plateforme d'infrastructure as code qui utilise des langages traditionnels, donc les langages comme le TypeScript, Python, Go, .NET, et qui permet de déployer des infrastructures dites de façon moderne. Donc, on verra un petit peu ce que c'est. Alors, concrètement, la plateforme Pulumi, c'est quoi? C'est une plateforme qui permet de déployer dans plusieurs clouds. Donc, on dit une plateforme multi-cloud. Pareil, il y a beaucoup de similarités avec Terraform, vous allez voir. Donc, multi-cloud, c'est quoi? C'est-à-dire qu'on peut déployer avec la même syntaxe, avec la même structure de code, les mêmes patterns, des ressources dans les différents cloud providers ou services SaaS également. Par contre, voilà, on ne déploie pas le même code dans tous les clouds à la fois. Ça, c'est quelque chose qui n'existe pas aujourd'hui et je ne suis pas sûr que ça existe un jour, en fait, le fait d'écrire un seul code qu'on déploie partout. On verra. Donc, ce qui est important de voir dans ces langages, en fait, comme Terraform ou comme Pulumi, c'est que c'est des langages d'infrastructure as code de type déclaratif. Un petit point important aussi. Si ça embête le son pour la cam aussi ou pas? Sinon, le son est nickel, mais par contre, c'est illisible, là, les slides. D'accord, bon, il n'y a pas grand-chose à regarder dessus, mais je vais quand même enlever ma vidéo. Allô? Voilà, ça devrait être mieux. J'ai très peu de slides, donc mais c'est pour après, comme ça, c'est très bien. Donc voilà, c'est un langage déclaratif. Donc déclaratif, ce qui est important de comprendre, c'est qu'on va décrire l'état de l'infrastructure tel qu'on l'attend, avec toutes les ressources, comment elles sont imbriquées entre elles, et non pas les opérations qu'on va effectuer pour obtenir cet état. C'est des outils qu'on peut qualifier d'assez intelligents. Pour plusieurs raisons, on va voir. Déjà, c'est un outil qui va enregistrer l'état de l'infrastructure, c'est-à-dire qu'il va connaître le dernier état que vous avez déployé de l'infrastructure. Et ça, c'est un point de départ important parce que le fait de connaître l'état, ça va faire que lorsque vous allez faire une mise à jour de votre état, il va être capable, donc Pulumi, et encore une fois comme Terraform, ils vont être capables de comparer l'état attendu à l'état réel. Et le fait de pouvoir cette comparaison, c'est intéressant parce que ça va être capable de détecter assez rapidement le différentiel entre les deux, et ça sans appeler de cloud provider. Donc, par exemple, ça c'est une différence qu'on peut avoir sur du Ansible, ou sur du Ansible, pour chaque ressource, on va être obligé d'interroger le cloud provider. Là, on va persister l'état, donc on va être capable d'avoir cette efficacité, même quand il y a beaucoup de lignes de code. Autre possibilité intéressante de ces outils, c'est que ça va permettre c'est des outils qui gèrent automatiquement l'ordonnancement des opérations effectuées et qui peut même paralléliser les opérations quand c'est parallélisable. Donc, par exemple, si vous avez une VM, une base de données classique et un stockage objet, il va être capable de déployer les deux stockages objets et la base de données en parallèle et après déployer la VM. Voilà, c'est des outils. Alors, voilà, je fais une petite description rapide pour tout le monde. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est des outils qui sont intéressants dans le sens où on va pouvoir leur demander de prévisualiser les changements qu'on va effectuer. Donc, en faisant ça, on va savoir si l'outil va créer une ressource, la mettre à jour, la supprimer ou la remplacer. Donc ça, c'est important parce qu'on va pouvoir déduire, avant même de lancer les actions, on va pouvoir déduire s'il y a des impacts ou pas à prévoir sur la continuité du service. Ça, c'est important. Et dernière fonctionnalité que je voulais avancer, c'est que c'est des outils qui sont capables aussi de faire l'opération inverse, c'est-à-dire détruire complètement l'infrastructure. Et quand il y a beaucoup d'environnements éphémères, c'est quand même des choses qui sont super sympas. Donc, un des points forts de Pulumi, c'est l'expérience utilisateur. On va le voir, c'est-à-dire que quand aujourd'hui on commence un nouveau projet Pulumi, on est tout de suite opérationnel. C'est-à-dire que par défaut, en fait, et ça c'est contrairement à Terraform,
Pulumi utilise par défaut le backend Pulumi, donc c'est-à-dire que c'est le service web Pulumi, qui va nous permettre de gérer la persistance de l'état et plusieurs autres fonctionnalités. Et ça veut dire que dès le départ, on va être capable d'avoir un environnement, de créer un projet multi-environnement qui va gérer la persistance de l'état, sur laquelle on va être capable de collaborer à plusieurs avec les détections si plusieurs exécutent le code en même temps, on va y avoir ces détections-là. Le fait d'utiliser le backend par défaut aussi va permettre d'amener plein de fonctionnalités et aussi toute la traçabilité de toutes les actions. Et à noter aussi qu'il n'y a pas, dans la version gratuite de Pulumi, ils suivent un petit peu les mêmes modèles tarifaires. Hein. Dans la version gratuite de Pulumi, par contre, il n'y a pas de limite de nombre de runs concurrents. C'est-à-dire que on a autant de projets qu'on veut. On peut également les exécuter tous en parallèle. Il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Voilà. Et bien sûr, il est possible aussi de choisir d'autres solutions de back-end avec des back-ends locaux, des back-ends dans des stockages, autres types de stockage. Voilà. Avant de rentrer un peu plus dans la partie démo après, où je vais présenter un petit peu les fonctionnalités avancées, faire un petit point sur une des premières fonctionnalités marquantes un petit peu de Pulumi quand Pulumi est sorti, donc il y a à peu près 3 ans. Et ce qui a fait un petit peu décrier la chronique, c'était le fait qu'on utilise des langages traditionnels pour faire l'infrastructure as code. Et donc, il y a eu pas mal de gens qui ont critiqué ces choses-là en disant c'est pas forcément approprié pour les ops d'utiliser ce type de langage. Alors, l'histoire aujourd'hui montre que qu'aujourd'hui, tous les outils d'infrastructure as code, que ce soit CloudFormation, Azure ARM ou même Terraform, aujourd'hui vont vers les langages de développement plus traditionnels, en complément de leurs langages peut-être initiaux, pour aussi peut-être dépasser les barrières ou les limites qu'ils avaient avec les langages plus statiques, soit le YAML, le JSON ou le HCL. Donc voilà, à l'usage, ils ont vu qu'il y avait des besoins de mettre plus de dynamisme dans leur langage. Voilà. Alors, un autre avantage rapidement, hein, c'est qu'avec le fait d'utiliser un langage traditionnel, on n'a pas besoin, aujourd'hui, on n'a pas forcément besoin d'apprendre un nouveau langage. Alors, il y a beaucoup d'ops qui vont par défaut. Donc, je parle des ops parce que c'est quand même beaucoup destiné aux ops. Après, sur les équipes qui gèrent eux-mêmes, donc c'est des outils qui peuvent aussi être utilisés par les devs et par les ops, même si c'est quand même plutôt destiné aux ops, sur des structures d'équipe un peu plus importantes. Donc, on peut ne pas connaître le langage, mais on peut aussi connaître différents langages de programmation. Donc, par exemple, il y a beaucoup d'ops qui connaissent déjà le Python. Et puis de plus en plus, peut-être les nouveaux langages aussi de développement qu'on va pouvoir utiliser, comme le Go ou comme le TypeScript. Par contre, quelqu'un qui n'a jamais fait de Terraform, c'est sûr qu'il ne va jamais avoir vu de HCL, parce que HCL, c'est vraiment un langage propriétaire, avec une syntaxe propriétaire. Donc ça, c'est un petit bénéfice. On va voir aussi après à l'usage que les langages de type naturel, traditionnels, ont une syntaxe plus naturelle, c'est-à-dire pour les boucles. Voilà, il y a beaucoup de choses où on va plus avoir l'habitude, quel que soit le langage de développement, c'est à peu près toujours les mêmes paradigmes ou les mêmes syntaxes qu'on va retrouver, donc on s'y retrouve assez facilement. Ça permet aussi d'avoir une grande expressivité, c'est-à-dire qu'on n'a pas vraiment de limite liée à la syntaxe du langage. J'ai pas mal de personnes qui m'ont fait des retours sur Terraform, sur des limites, même si en HCL 1.2, là, ils avaient quand même pas mal, ils avaient un petit peu amélioré les caractéristiques ou lever quelques freins en termes de syntaxe et d'expressivité, mais voilà, avec des langages naturels, on n'a plus du tout de freins, donc ça c'est intéressant, et puis après on peut bénéficier aussi d'une communauté importante. Je dirais juste que le seul inconvénient que je vois, comme je vois quand même un petit inconvénient à utiliser un langage traditionnel, c'est peut-être la mise en place de l'environnement de développement. Donc, on va dire qu'installer un Node.js ou un environnement Python par défaut, c'est peut-être pas compliqué. Par contre, ça peut devenir un peu plus compliqué quand il y a plusieurs versions à maintenir ou qu'on veut le faire évoluer. Voilà, mais au-delà de cet aspect-là, en fait, de construire l'environnement, on va voir après qu'à l'usage, il y a vraiment peu de différence. Donc voilà, c'était ma dernière slide. Maintenant, je vais plutôt vous montrer des choses un peu plus concrètes sur Pulumi. Alors, juste rapidement, je vais comparer les trois types de projets, enfin, un projet Terraform et 2 projets Pulumi, pour vous montrer ici un projet Terraform avec son fichier principal, qui déclare un provider AWS. Et ici, on voit, on déploie un VPC AWS, donc un Virtual Network AWS, et un sous-réseau. Donc, on a
deux blocs déclaratifs qui écrivent l'état des deux ressources qu'on veut déployer avec une relation qu'on peut voir ici. Voilà, si vous voyez bien, n'hésitez pas à me dire si vous voulez que je zoome. Voilà, et une fois qu'on a ça, pour ceux qui n'ont vraiment jamais vu de Terraform, on fait un Terraform apply. Et l'idée, c'est qu'il va comparer la dernière état connue avec ce qu'il y a là, et il me dit qu'il y a deux ressources à créer, et il me demande si je suis d'accord de les créer, et si je mets oui ici, il va me déclencher la création. Voilà globalement. Maintenant, on va comparer avec un projet Pulumi. Donc, ça, c'est un projet Pulumi, donc il y a quelques fichiers aussi de configuration par rapport au nom du projet, la configuration du projet, à l'environnement aussi. On a un fichier principal qui est index.ts, donc ça, c'est la version TypeScript. Et on voit qu'on retrouve les deux ressources et les deux ressources à l'identique. Et on voit que la syntaxe, aujourd'hui, si je la compare avec la version Terraform, ici, c'est vraiment très, très proche, c'est-à-dire qu'on est toujours dans du déclaratif. Et ça, c'est un des premiers freins ou les premiers retours que j'ai en général quand on utilise Pulumi, c'est de dire on fait du TypeScript, donc on ne fait plus de déclaratif. Si, on continue quand même à faire complètement du déclaratif. Et voilà, on a plus de puissance, mais ce n'est pas pour autant qu'on change les paradigmes qu'on utilise. Donc voilà, d'ailleurs, si j'exécute, c'est vraiment la syntaxe, les principes sont très proches. Si j'exécute ici, hop, on va nous dire qu'il y a, alors, il y a la stack. Donc la stack, c'est un environnement Pulumi, donc ça peut être l'environnement de dev, de recettes, de prod. La stack à créer, et après, directement les deux ressources. C'est-à-dire que par défaut, Pulumi est multi-environnement, l'équivalent des Terraform Workspace. Voilà. Et si on ouvre la version Python pour comparer, ici, on voit que c'est exactement pareil. Donc, première chose importante, c'est que, comme c'est du déclaratif, on est principalement à décrire des valeurs de propriété des ressources. Et donc, les trois syntaxes sont vraiment très, très proches. Voilà. Après, je vais commencer à vous montrer un petit peu des bénéfices du langage, d'utiliser un langage de programmation. Donc, par exemple, faire des boucles. Alors, il y a plusieurs façons de faire des boucles. Là, c'est sur des boucles sur des ressources, où ici, on va créer plusieurs utilisateurs AWS. Hop, je vais juste arrêter ici. Et dans Terraform, voilà, la version pour faire des boucles, ça va être un for each, la propriété for each sur une ressource qui va dire d'itérer là-dessus. Voilà. Et on voit la liste des utilisateurs ici, les 4 utilisateurs à créer. Maintenant, si je prends du code Pulumi, donc si on veut créer une boucle, on va plutôt utiliser le langage naturel, comme je vous disais. Donc, dire on va parcourir les éléments de la liste. Et ici, on va pouvoir créer l'utilisateur qui a le nom, voilà, pour lequel on itère sur la liste. Et on va pouvoir utiliser aussi la syntaxe naturelle TypeScript pour utiliser des chaînes de caractères avec des variables dedans, donc les templates string. Voilà. Là, j'ai fini. Si j'exécute ce code-là en Pulumi, on va pouvoir voir qu'on va créer 4 ressources, 4 utilisateurs, 4 utilisateurs AWS. Voilà. Et on a le nom de la ressource directement intégré ici. Alors, ce qui est intéressant, c'est que la syntaxe est assez lisible. C'est pas parce qu'on introduit une boucle que c'est bien compliqué. Et la deuxième chose que j'aime bien, en fait, par rapport à la version Terraform, c'est qu'on va séparer le code de la logique applicative, ou de la logique de boucle, par exemple, ici, de code de la ressource. Alors que si je reprends l'exemple Terraform, ici, on voit que la propriété for each, ce n'est pas une propriété de ma ressource user, mais c'est bien une sorte de méta-instruction qu'on a dans le langage. Donc, dans la partie TypeScript, ce qui est intéressant, c'est qu'on va avoir une séparation plus naturelle de ces deux éléments-là. Sur le conditionnel, c'est encore un peu plus vrai, on va dire. Dans le conditionnel, ici, on va déployer une ressource que sur l'environnement de production. Et donc, on va utiliser la propriété count en général de Terraform pour faire ça, pour dire que
Si ma condition est vraie, je vais en déployer 1, sinon je vais en déployer 0. Et en Pulumi, on va voir que c'est en général assez plus rapide. Alors, enfin, on va dire plus rapide. Ça me permet de récupérer l'environnement courant. Et après, si je veux faire du conditionnel, j'ai juste à faire, si je suis dans mon environnement de prod, je déploie mon utilisateur. Donc, toujours pareil, on sépare la logique, c'est très lisible. Et c'est encore plus intéressant quand il y a plusieurs ressources qui sont conditionnelles, parce que ici, il y a un bloc de code qui va s'exécuter que quand je suis dans mon environnement de prod. Donc là, c'est pour vous montrer la syntaxe. Si on a besoin de créer pour les autres environnements d'autres ressources, voilà, on peut le faire tout simplement comme ça. Et on reste toujours dans du déclaratif, mais c'est des choses qui sont très, très lisibles et très faciles à maintenir comme projet. Alors, pareil, on va toujours monter un petit peu en puissance sur la partie langage. Donc, quand vous commencez à avoir des gros projets, en général, vous allez vouloir mettre un petit peu de règles dans l'écriture des projets. Et c'est là qu'on va voir que les fonctions, ça peut commencer. Enfin, pouvoir écrire des fonctions assez facilement, c'est quelque chose qui est quand même super intéressant. Par exemple, si dans l'entreprise, vous dites que vous voulez une convention de nommage pour les noms d'utilisateurs, ce qui ne fait pas forcément de sens, mais vous pouvez créer des fonctions assez rapidement ici, qui va dire que vous allez voir, si mon nom d'utilisateur ne commence pas par user, à ce moment-là, je vais envoyer une erreur pour dire que ce n'est pas bon et ça va être détecté en fait avant l'exécution pendant la phase de preview. Voilà, on va y mettre un petit message d'erreur sympa. On va pouvoir après utiliser ces fonctions assez rapidement. Alors là, c'est un exemple, mais pour ceux qui ont l'habitude de faire du Terraform ou de l'infrastructure as code en général, vous allez vite voir les usages vraiment réels que vous pouvez avoir ou tous les apports que ça peut avoir assez facilement. Pardon, je suis encore dans mon ancien projet. Voilà, au passage, vous avez vu des fois les erreurs. C'est l'avantage d'utiliser un langage très typé comme le TypeScript. C'est qu'on va avoir beaucoup d'aide en fait, dès l'écriture du langage. Par exemple, alors, je vais vous montrer d'abord l'erreur que j'ai produite. Donc là, j'ai juste mis une validation fonctionnelle dans mon infrastructure as code. Et j'ai l'erreur qui apparaît ici. Donc si je corrige l'erreur, c'est très bien. Un des avantages, par exemple, c'est que quand on a des nouveaux personnes qui arrivent et qui vont contribuer sur le projet, qui ne sont pas au courant forcément de toutes les règles, de toutes les pratiques qu'on met en place, bah, c'est un peu des garde-fous pour être sûr qu'ils vont respecter les pratiques d'entreprise. Donc ça, c'est assez intéressant. Voilà. Et là, ça fonctionne. Je vais terminer. Donc, après, ça permet aussi de factoriser du code pour dire, par exemple, si vous voulez embarquer ça dans une fonction un petit peu plus haut niveau pour dire que je veux créer un utilisateur, on peut directement mettre la création d'utilisateur ici. Et donc plus tard, vous avez juste à faire un create user. Voilà. Si vous avez 2 utilisateurs à créer, vous pouvez factoriser un petit peu le code de la ressource pour éviter que ce soit trop redondant, pour dire, voilà, et pour créer plusieurs utilisateurs. Alors là, je fais exprès de vous montrer et vous vérifier que bah, du coup, la validation fonctionnelle va toujours s'appliquer. Donc ça permet très simplement, alors encore une fois, il ne faut pas faire n'importe quoi, hein, mais il faut rester toujours sur le code le plus lisible et le plus simple possible. Mais ça permet ici, c'est toujours très maintenable de dire, OK, j'ai factorisé ma fonction de création d'utilisateur. Et du coup, je suis sûr que quand j'appelle ma création d'utilisateur, bah, j'ai mes pratiques d'entreprise qui sont respectées. Ce qui est intéressant, c'est qu'après, on peut créer des modules qui ont la même syntaxe et qu'on va pouvoir déployer et réutiliser de façon générique dans l'entreprise. C'est-à-dire qu'on va pouvoir créer des composants qui vont être déployables assez facilement et avec une syntaxe très, très simple à maintenir.
Voilà, donc ce que je voulais vous montrer, c'est rapidement ici, c'était toutes les caractéristiques aussi en effet de TypeScript. Alors, c'était pas mal sur, sur le bucket ici, enfin sur le PC là, c'était pas mal. Juste vous montrer par exemple l'intérêt que le code soit en TypeScript, c'est que du coup, on va utiliser directement les outils standards du langage. Et donc, tous les IDE ont des fonctionnalités assez avancées sur le TypeScript. Donc, par exemple, si je vais ici et que je regarde la documentation inline, j'ai directement des exemples d'utilisation pour déclarer un VPC. Donc, ça, c'est extrait directement de la JSDoc, on va dire, la doc TypeScript. On va avoir ici, par exemple, l'autocomplétion de toutes les propriétés. Alors ça, on l'a bien sûr dans Terraform. Et Terraform a dû développer lui-même son intégration à VS Code. Là, on utilise vraiment les plugins standards de TypeScript. On va avoir donc la doc sur chacune des propriétés, avec le point d'interrogation, les caractères obligatoires, pas obligatoires. Ici, si ça prend un booléen et que je ne mets pas un booléen, on va avoir des erreurs qui vont remonter, etc., etc. Donc, il y a beaucoup d'intérêt. Alors oui, on voit aussi sur les propriétés, par exemple le VPC que j'ai créé avant, on peut avoir la liste de toutes les propriétés qui vont être accessibles sur le VPC. Donc voilà. C'est assez standard, on va dire, pareil, quand vous utilisez Terraform, c'est des petits avantages. Même si là, on commence à pouvoir rajouter de la valeur assez simplement. Autre truc et dernier point sur lequel je voulais peut-être porter un peu l'attention sur le fait d'utiliser un langage traditionnel, c'est que on va pouvoir bénéficier vraiment de l'écosystème complet de ce langage-là. Là, par exemple, je suis dans le cas de créer un bucket S3, donc c'est un stockage d'objets sur S3 dans lequel je vais copier des fichiers. Là, j'ai 2 fichiers HTML que je voudrais copier sur mon bucket. Et ben, pour faire ça, en fait, je ne vais pas attendre qu'il y ait un plugin Pulumi qui sorte, qui va supporter en fait mon usage. Je vais directement pouvoir utiliser les caractéristiques naturelles du langage. Donc, de dire que je vais utiliser, voilà, je vais utiliser les caractéristiques pour langage pour parcourir le file system et dire que pour chaque fichier, je vais créer un AWS S3.object. Et alors le bucket ici, donc première chose, on dit dans quel bucket on va créer l'objet, ensuite le nom du fichier, la source, la source. Voilà. Et puis, je vais récupérer ma gestion de droit ici pour en rendre le bucket lisible. Et là, en faisant ça, yes pour autoriser automatiquement le déploiement. En faisant ça, donc, je vais utiliser, donc, comme je disais, les méthodes naturelles de mon écosystème, de mon langage, pour pouvoir parcourir les fichiers et faire des opérations. Donc, voilà, il y a plein de possibilités. Donc là, je le crée ici. Je vais juste exporter, par exemple, le nom voilà, ici. Donc, ça, j'en parle pas trop, mais c'est les fonctionnalités d'export, ça correspond aux outputs de Terraform. C'est assez simple. Là, je veux juste récupérer l'URL du bucket S3 que je viens de créer. Voilà, juste pour vérifier que tout est fonctionnel. Ici, on rejoint le bucket S3. Voilà. J'ai bien mon fichier qui est là. C'est juste pour vous montrer l'intérêt aussi d'avoir un langage, encore une fois, un langage traditionnel dedans. Maintenant, je vais plutôt parler, je vais mettre un peu de côté le langage, on en a déjà pas mal parlé. Pulumi, ce n'est pas juste du Terraform en TypeScript, il y aurait peu de valeur ajoutée. L'idée de Pulumi, c'est d'ajouter aussi pas mal de services, rendre pas mal de services aussi aux utilisateurs. Donc, on va voir comment ça se concrétise ici. Donc, voilà. Premier service intéressant, c'est la gestion de la configuration. Donc là, je veux juste créer une base de données, donc je vais juste copier-coller l'exemple. Pardon, ça c'est dans la mauvaise fenêtre. Copier-coller l'exemple de la documentation ici.
Voilà. Pour montrer la création d'une instance de base de données RDS. Le seul truc, si je veux que ça fonctionne, c'est comment déjà regardez, on est en train de récupérer le module ouvert, donc là, on a encore un peu récupéré. Donc je vais montrer la caractéristique donc, pour gérer la configuration. Donc, par défaut, en général, ce qu'on va retrouver dans ces programmes-là, c'est qu'on va externaliser la configuration qui change en fonction des environnements. Donc, ici, si je vais externaliser mon nom d'utilisateur et mon mot de passe, je vais le faire très simplement en faisant ligne de commande. Et là, ça va me rajouter en fait dans mon fichier de config de mon environnement de dev cette propriété du username foo que je vais pouvoir accéder de façon assez simple aussi. Voilà, et là, je vais faire require les usernames. Pardon, c'est compliqué. Jusque-là, rien de fou, mais ce qui est intéressant après, c'est que nativement aussi, on va avoir une gestion des secrets qui va exister. Donc, par exemple, je vais pouvoir créer un mot de passe, en fait, de la même façon. Et là, je vais dire que c'est, je vais imprimer ma valeur. En fait, donc ça, c'est intéressant parce que j'ai cherché sur Terraform. Alors, vous allez me dire si je me trompe, mais je n'ai pas trouvé d'intégration simple pour gérer des secrets sans avoir besoin de s'intégrer avec un secret manager tel que HashiCorp Vault ou les secret managers des cloud providers. Ou sinon, c'était des trucs un peu complexes à mettre en œuvre, j'ai l'impression. Là, en fait, c'est natif. On a un mécanisme de base de gestion de secret qui est intégré dans Pulumi. Bien sûr, on peut s'intégrer au secret manager dont j'ai parlé juste avant, mais on a aussi une solution simple qui fonctionne. Ce qui est intéressant, c'est que le secret, il est chiffré avec une clé de chiffrement qui est unique par la stack. C'est-à-dire que si je copie cette valeur-là et que je le mets dans un autre stack, on sera impossible de la déchiffrer. Et ce qui est intéressant, c'est que là, vous pouvez directement pousser votre code sur votre repository de source et ça fonctionne sans problème. Voilà. N'hésitez pas à me dire, pour ceux qui connaissent bien Terraform, si c'est quelque chose que vous pouvez retrouver, qui existe facilement sur Terraform. Et voilà, donc en faisant ça, allez jusqu'au bout, d'ailleurs, je cherche juste le preview parce que c'est un peu long. Ah oui, j'ai oublié la propriété ici, mais si je ne vais pas jusqu'à la création, ça ne va peut-être pas bloquer. Voilà. Pour compléter, il y a un autre petit truc intéressant que je voulais vous montrer sur le S3, c'est-à-dire que sur l'instance RDS. Et ça, c'est pour le type. Par exemple, si je regarde la propriété instance class, si je regarde le type qui est défini en fait, au niveau de ma déclaration TypeScript, j'ai une chaîne de caractères libre ou une enum. Et là, du coup, le fait de savoir que c'est une enum, c'est intéressant parce que ici, plutôt que d'utiliser une valeur que je dois chercher dans la doc pour savoir, je peux directement utiliser Pulumi qui va exposer directement toutes les valeurs connues pour les types d'instances. Et donc, en faisant ça, ici, j'ai bien mon type d'instance DB T3 micro. Alors, le plus possible, quand Pulumi le peut, il essaie de directement fournir la liste des valeurs possibles directement dans le langage, on va dire dans le provider, ce qui fait que c'est accessible assez rapidement. Et une fois que c'est accessible, alors on n'a pas forcément la doc de à quoi ça correspond, comme fonctionnalité derrière, mais par contre, on a directement la liste des valeurs possibles. Si on sait que c'est du T3 micro, mais qu'on ne sait plus que c'est la syntaxe exacte, c'est assez simple. Autre petit truc sur la configuration sur lequel je voulais revenir, c'est qu'on peut faire des objets de configuration un peu plus complexes. Donc, par exemple, ici, je veux oui, ça peut être pour configurer un paramètre de base de données sur DB Connection Max, j'en sais rien, peu importe, et voir les valeurs que ça peut prendre. Je peux avoir des syntaxes de configuration assez avancées, comme ici. Je peux pouvoir récupérer aussi dans mon Pulumi de façon assez simple. On va voir comment. Ici, je peux récupérer par défaut le require, il s'attend à un string. Je peux dire ici que je ne veux pas récupérer un string, mais plutôt une structure plus complète. Je remplace par
require object. J'ai dit un égal, ça ne marche pas. Ce qui est intéressant, c'est qu'on va pouvoir décrire ici de façon très naturelle le type de mon objet. Donc, on va dire, il a une propriété qui s'appelle string, qui est de type string, values qui est de type tableau de nombre. Et une fois que j'ai fait ça, je vais dire que le type de mon objet que je récupère, c'est l'objet. Et là, partout dans mon code, je vais avoir accès à la complétion, à la vérification de type. Vous voyez là, si je regarde le values, on voit bien que c'est des nombres. Donc, très simplement, en fait, on va pouvoir externaliser de la config un peu plus complexe que les juste hello world qu'on a l'habitude de faire et les retrouver très, très simplement dans le code avec une vérification de type un petit peu partout. Si on ajoute de la documentation ici, alors, ça, c'est une documentation qui n'a pas beaucoup de sens, mais voilà, on va la retrouver dans le code. Donc, c'est vraiment fait pour avoir une bonne expérience aussi en termes d'usage de développement. Voilà. Alors, on le dit souvent, dans les entreprises, quand on va mettre en place le cloud, on va essayer des fois de commencer à mettre en place des composants, des patterns communs à différentes équipes pour essayer un petit peu de factoriser, et puis qu'il n'y ait qu'une équipe qui fasse une sorte de catalogue de services et que d'autres personnes utilisent ce catalogue de services. Donc, je vais vous montrer comment ça se fait en Ici, j'ai du code assez simple qui va me créer un VPC classique sur AWS avec deux subnets publics et deux subnets privés. D'ailleurs, si je fais tout, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. C'est du code qui va créer donc mon VPC, mes deux subnets ici, en fonction du nombre d'AZ, trois subnets, pardon, j'ai mis qu'il y avait 3 AZ dedans. Et voilà, on le voit ici à la création, j'ai 3 AZ. Ça, si on considère que c'est quelque chose qui est assez fréquent, on va pouvoir faire un composant. Alors, un composant, c'est quoi? C'est un agrégat de ressources, d'autres ressources connues. Donc, c'est une composition de ressources connues. J'ai perdu mon lien. Il était où? Component resource. Voilà. Je vais juste copier ça pour aller voir la doc si vous voulez. Donc, je vais dire ici que je crée mon VPC. Alors, là, dans la doc, je ne sais pas pourquoi il n'y a pas le type. Mais je vais juste remettre le type ici. C'est optionnel. Souvent, on va le packager en disant c'est mon composant personnel, donc ma ressource personnelle. Donc, c'est ma compagnie, c'est une ressource de type network, et je vais l'appeler MyVPC. Et en faisant ça, je vais pouvoir maintenant juste le code que j'ai ici, je vais le packager dans ma ressource. Et là, je vais... Alors, c'est pas encore fini, mais je vous montre juste l'usage derrière, c'est de dire, je vais créer un VPC qui s'appelle VPC1 et VPC2. Ça, c'est des nouvelles ressources que je mets à disposition de mes équipes ou de mon projet pour simplifier l'instanciation. J'ai besoin de faire quelques petits trucs. C'est ici, j'ai besoin de déclarer la ressource, mes sous-ressources, mon VPC comme étant un niveau de parentalité avec ma ressource personnelle. Voilà, j'ai besoin de faire ça. Et l'autre, après, il faut que je variabilise mes noms de ressources. Donc ici, je vais plutôt l'appeler name-vpc. Voilà, et puis je vais mettre ça en préfixe de mes ressources. Là, j'ai fini, c'est-à-dire que là, j'ai fait un composant. L'avantage, c'est que je garde toujours la même syntaxe, et le composant, je peux le faire soit... pardon, j'ai oublié de sauvegarder. J'ai encore l'ancien code. Mon composant, soit je peux le laisser dans mon projet courant, soit je peux décider de créer un module TypeScript ou plugin TypeScript à côté, qui va pouvoir être réutilisé de façon générique par plein de projets, versionnés, etc. Et là, on regarde, alors... Pardon, je vais le relancer parce que le côté affichage interactif ici pose un peu de soucis sur les lignes qui vont s'afficher. Mais voilà, là, ici, on voit l'affichage et mon composant MyVPC1, ça, c'est toutes les sous-ressources qui vont être créées. Donc, en fait, cette ressource-là, c'est une ressource qui s'appelle compagnie de point network. Ce n'est pas une ressource physique sur AWS. Par contre, elle va inclure plusieurs ressources AWS. Donc, ça, c'est intéressant parce que très rapidement, vous allez pouvoir créer vos propres ressources. Alors, souvent, on ne se limite pas à ça, c'est-à-dire qu'on va
dire qu'on va prendre comme des paramètres pour customiser ma ressource. Et là, on va voir que c'est vraiment pas beaucoup plus compliqué. On va dire que je vais déclarer un paramètre en entrée qui va être le nombre d'AZ que je veux gérer. Ici, je vais dire que je prends les arguments en entrée aussi. Voilà, et que mon nombre d'AZ, au lieu que ce soit fixe, c'est args.number, je vais récupérer mon paramètre d'entrée. Et je fais ça, on voit aussi que les instantiations de composants ne marchent plus, parce qu'ils attendent maintenant une propriété obligatoire qui est le nombre d'AZ, et donc celui-là, je vais pouvoir le créer avec une seule AZ. Et ici, par exemple, avec 2 AZ, et si je le relance, on va voir que ça. Alors, je ne vais pas plus loin dans l'exemple, parce que c'est juste l'idée, c'est de vous montrer un petit peu, mais voilà, il n'est pas complètement complet, parce que du coup, après, il faudrait que j'expose aussi en sortie mes propriétés. Et voilà. Ce qui est intéressant, c'est que là, on a un composant voilà, qui est paramétrable. Et encore une fois, ça reste du code qui est très lisible. Hein, c'est-à-dire qu'on a bien ma déclaration de VPC, ma déclaration de subnet avec une boucle pour dire que j'en ai plusieurs, ma déclaration de private subnet. Alors, je les mettais juste dans une liste ici pour pouvoir les exposer en sortie, et ce que je ne fais pas là dans ma démo. Voilà pour la partie composant. Alors, tout ce que j'ai fait ici, c'est assez inutile parce qu'en fait, Pulumi, comme je dis, ce n'est pas juste du mapping cloud provider vers du code. Enfin, les ressources du cloud provider à le code, ça va un peu au-delà. Leur objectif, c'est d'apporter de la valeur. Et d'apporter de la valeur, c'est aussi tous les patterns communs d'instanciation du cloud, comme voilà, là on dit le framework well architected d'AWS, ils essayent de fournir sous forme de librairie. Donc il y a une librairie pour AWS ici. Je vous montre juste qu'ils proposent, hop, ici, qui propose plusieurs librairies pour faciliter la mise en œuvre de ECS, EKS, ECR, les lambda, etc. Donc ça s'appuie sur les ressources derrière unitaire de AWS, mais ça le fait, ça essaie d'automatiser ça. À noter qu'il y a sur AWS, il y a sur Kubernetes aussi, et que c'est prévu pour, bien sûr, en avoir plus à terme. Et là, ce qui est intéressant, donc voilà, si je fais ça, en fait, là, il va créer par défaut un VPC. Donc, pour ceux qui connaissent AWS, un VPC instancié, c'est toujours un peu casse-pied parce qu'il faut mettre l'étape de routage, les NAT Gateway, les Internet Gateway. Alors là, encore une fois, j'ai mon affichage interactif là, qui est pas très beau. C'est pas grave, comme ça, c'est rapide. Pardon. Je vais le relancer comme ça pour avoir le code dedans. Et donc, il va créer toutes ces choses-là avec les private subnet, le NAT Gateway, l'étape de routage, etc., etc. Donc, en fait, il sait comment instancier un VPC dans une bonne façon, et donc après, il le fait. Et après, d'ailleurs, on peut accéder à toutes les ressources qu'il a créées. Ici, les ID private subnet, etc. Il y a plein de façons. Après, il faut lire la doc, mais je veux juste vous montrer cet exemple-là. On ne veut non pas trop de subnets, mais on veut aussi des subnets isolated pour les bases de données directement, comme ça. On peut très facilement le paramétrer comme ça. Alors, ça ne sera peut-être pas quelque chose de les mettre jusqu'à votre production actuelle, mais dès que vous voulez poker quelque chose, en 2 lignes, vous avez un VPC isolé, un VPC mis en place, c'est vraiment ultra, ultra pratique. Voilà. Donc, je vous disais là sur la partie un petit peu librairie que fournit Pulumi, il y a les Crosswalk, AWS et Kubernetes. On a aussi une liste de plein de providers, décidément. Voilà, avec beaucoup de providers. Donc, par défaut, tous les providers Terraform sont supportés en Pulumi. Donc là, c'est la liste. Il n'y a peut-être pas tous les providers Terraform, mais il est possible, pour ceux qui ne sont pas générés ici, de les générer soi-même ou de demander à Pulumi de les ajouter. Donc ça, il n'y a pas de souci. Et d'ailleurs, ce que je vous ai montré depuis le début, ça utilise le provider AWS, qui est, si je clique d'ailleurs sur le provider, vous voyez en bas, vous avez ce provider-là est basé sur le provider Terraform. Par contre, si je prends le provider Azure, là, on va voir qu'il s'appelle Azure Native et que du coup, ça, c'est un provider 100% généré par Pulumi. Et ça, c'est aussi une nouveauté qui est
apporter. Alors, moi, quand j'ai commencé il y a 2 ans et demi, on n'avait que les providers Terraform et les Crosswalks. Et ce provider-là est sorti il y a bientôt 1 an, on va dire maintenant. Et l'idée derrière les providers natifs, c'est que c'est des providers qui vont être automatiquement générés à partir de l'API du cloud provider. Donc, c'est ce qui est fait ici. C'est-à-dire que si l'API change côté cloud provider, le provider Pulumi va être automatiquement à jour et va être reflété. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'on attende que quelqu'un fasse la maintenance pour ajouter la feature dans Terraform ou corriger un bug dans Terraform. On avait pas mal de blocages sur les providers Terraform, sur des bugs non instanciés, des nouvelles features ou des choses comme ça. Ce provider Azure natif nous a permis de lever pas mal de bugs. D'ailleurs, oui, j'en parle ici, quand ils ont sorti ce provider en preview, il s'appelait NextGen à l'époque, le provider Terraform avait 469 ressources, le provider natif avait 890 ressources, et aujourd'hui, il dépasse les 1000 et quelques ressources. Donc, il y a beaucoup plus d'expressivité dedans, et c'est surtout que ça suit vraiment constamment les évolutions. Avec l'inconvénient qu'on peut dire, c'est que s'il y a des bugs dans le côté provider Azure, par exemple, pour ce cas concret, dans l'API REST, on va les retrouver dans l'API, dans le provider Pulumi. Donc nous, par exemple, on a migré 90% de notre code vers le provider natif. Il y a quelques fonctionnalités qu'on a regardées avec le provider Pulumi. Mais globalement, on a des meilleurs résultats et plus d'options avec le provider Azure natif. Donc ça, c'est intéressant. Et puis, j'ai mis le lien ici, mais comme toujours. Voilà. Aujourd'hui, ils ont sorti en preview le provider pour GCP et ils ont prévu de sortir le provider natif AWS pour la fin d'année. Donc, on verra exactement s'ils tiennent parole, mais en tout cas, c'est des avancées super intéressantes puisqu'en fait, on arrive à avoir des choses qui suivent vraiment le cycle de vie du cloud provider. Et quand on voit la vitesse à laquelle des ressources sont ajoutées, des options sont modifiées, c'est toujours intéressant de se tenir à jour. Toujours frustrant d'avoir une fonctionnalité qui est disponible, je sais pas, chez AWS, chez Azure, chez GCP, et de ne pas pouvoir la mettre dans l'infra as code. D'ailleurs, on verra après qu'il y a d'autres solutions pour s'intégrer avec ça, avec l'infra as code. Dernière petite démo que je voulais vous faire, c'est plein de capacités qu'on va rajouter en fait Pulumi pour toujours simplifier l'usage du cloud provider. Donc là, on va le voir sur la partie AWS. Ce code-là, ici, qui fait une dizaine de lignes, parce qu'après, le reste, c'est plus du code direct. Le but, c'est de créer un bucket S3 et de rajouter, en fait, d'écouter les événements de création du bucket S3. Voilà. Et d'adapter une fonction lambda, en fait, à chaque fois qu'il y ait un objet qui a été créé. Et en fait, Pulumi, ils ont réussi à se dire c'est un besoin standard d'écouter des événements sur les buckets S3. On va le simplifier. Donc, si vous regardez ici, ça c'est le code de la lambda fonction. Alors, comme c'est du TypeScript, du coup, c'est du code TypeScript, mais on ne peut pas mixer, bien entendu. Mais pour des besoins assez simples, c'est quand même super puissant. Ici, je fais juste un log pour dire que quand je rajoute un item sur mon bucket, je vais afficher le nom de l'item et puis la taille. D'accord, mais en juste 2 lignes, enfin en moins de 10 lignes, on va créer en fait toutes ces ressources-là. C'est assez compliqué parce qu'avec la gestion des autorisations, il y a quand même pas mal de choses entre les policies, les lambda fonctions elles-mêmes, souscrire à la notification. Toujours un peu compliqué. Et donc, en très peu de code, là on le voit, j'ai cliqué sur la lambda et on voit ma lambda qui a été créée ici. On retrouve mon code qui est ici. Alors, c'est du code JS, donc il y a un tout petit peu de transformation, mais la logique reste 100% présente, qui est déclenchée sur les modifications S3. Et on va voir ici que si, ça c'est du code, si je copie un fichier sur mon bucket S3, je vais me faire ici, j'ai ma lambda qui a été appelée. Alors du coup, si je regarde dans les logs ici, directement le CloudWatch, non, c'est plus rapide. Hop, pardon. Ici, on va retrouver mon exécution ici à 15h46, donc plus 2 heures en GMT plus 2. Voilà, le fait qu'on ait effectué. Donc, en fait, ce qui est intéressant, c'est vraiment
la simplicité pour faire certains cas d'usage. Encore une fois, ils ne font pas tout, ça ne couvre pas tout. Mais l'idée, c'est de dire des cas d'usage classiques. Bon, on va essayer de les instancier et en rendre une valeur ajoutée pour l'utilisateur. Parce qu'encore une fois, construire des Lego avec toutes les ressources du cloud, ce n'est pas toujours le plus marrant. Si on peut nous simplifier un petit peu la vie, c'est quand même assez intéressant. Et donc, deux dernières fonctionnalités, on va dire, sur lesquelles je voulais parler très rapidement, c'est, là, je vous ai montré comment créer une ressource de type component, un composant, quoi, et basé sur des ressources déjà existantes. Si vous voulez créer une nouvelle ressource de toute pièce, alors que le provider n'existe pas, etc., c'est possible, et c'est à peu près aussi simple que ce que je vous ai fait dans la partie, enfin, c'est un peu plus complexe quand même, parce qu'on doit décrire le cycle de vie, mais le formalisme est le même, c'est-à-dire qu'on va décrire ici, dans le langage, le comportement du provider, et on va pouvoir créer des nouvelles ressources très facilement pour s'intégrer au cycle de vie. Alors, j'ai mis quelques cas d'exemple. On a eu le cas, vous avez le provider Terraform qui a un bug. Plutôt que corriger le code en Go et Terraform, même si c'est bien, mais bon, c'est pas toujours simple de rentrer dans le code source de Terraform. Mais en fait, on peut aussi dire, je vais appeler directement l'API REST via le SDK d'AWS, d'Azure. Je vais créer directement une ressource qui va s'interfacer avec l'API REST native du cloud provider. Ça, c'est assez simple. On peut le faire aussi avec des outils en ligne de commande, des systèmes de fichiers, c'est-à-dire que si on veut créer une ressource qui va s'intégrer dans le cycle de vie, donc de la ressource, donc la création, la suppression, la mise à jour, et on va pouvoir très facilement s'interfacer avec ça. Et dernier cas aussi assez avancé, qui est sorti il n'y a pas très très longtemps, on va dire peut-être moins de 6 mois en version officielle, mais en alpha, en bêta peut-être plus avant, ce qu'on appelle l'Automation API. L'Automation API, c'est une capacité en fait d'appeler Pulumi, sur les commandes Pulumi, ou de créer des projets, des stacks Pulumi de façon programmatique, donc sans l'outil ligne de commande. Donc ça permet de faire des choses assez avancées. Donc j'ai mis quelques exemples aujourd'hui. Si vous voulez créer de l'environnement éphémère, vous avez la capacité de créer une stack Pulumi à la volée, de la déployer, de la détruire après. Donc ça, c'est quelque chose qui est super intéressant quand on met ça dans des pipelines de CI/CD, par exemple, de dire, plutôt que de dire, je vais créer un nouveau projet, je vais l'enregistrer dans Pulumi, il faut que mon nom il soit unique parce qu'il y a une unicité, etc. Et puis j'ai mes fichiers de configuration à déclarer et ma ligne de commande à installer. Là, on peut tout faire de façon programmatique. Voilà, j'ai marqué aussi des cas, alors, que j'ai encore jamais rencontrés, mais qui développent ce type d'usage. Ils expliquent, c'est l'orchestration complexe quand on veut, je ne sais pas, synchroniser 2-3 projets différents avec une orchestration, ou même dans les cas, enfin, on peut le faire. Dans les cas de test, l'avantage, c'est qu'on peut déclencher on fait un test d'intégration, par exemple, on déploie des ressources via Pulumi, on récupère les propriétés de ces ressources, on vérifie qu'elles sont bien conformes à ce qu'on attend, et après, on les détruit. Donc voilà, sur les tests d'intégration, c'est vraiment super puissant. Voilà. Il y a plein de choses, je vous invite bien sûr à découvrir après, alors petit à petit, j'essaie d'introduire quelque chose, mais des fonctionnalités. Donc tout ça pour faire comprendre que Pulumi, comme je disais, c'est pas juste un Terraform écrit en TypeScript, c'est vraiment, ça offre beaucoup plus de services. C'est pour ça que j'ai appelé ça le Terraform Next Generation, c'est-à-dire qu'ils sont vraiment tournés vers le besoin. Alors, Terraform rajoute des fonctionnalités là, récemment. Là, ils ont la sortie du point 1.0 de Terraform CDK qui est arrivé. Donc, ils ajoutent des fonctionnalités, mais moi, je suis impressionné, parce que ça fait à peu près 2 ans et demi que j'utilise Pulumi, je suis impressionné par la rapidité à laquelle ils sortent des nouvelles fonctionnalités qui correspondent vraiment à des besoins exprimés et qui sont stables surtout. C'est-à-dire que même, on a utilisé les providers Azure natifs dès qu'il est sorti. Et globalement, on n'a pas eu de régression. Ils communiquent assez bien sur les breaking change quand il y en a eu. Je crois même pas qu'on ait été trop touchés. Ils sont assez réactifs sur plein de choses. Donc, pour moi, après, les prochaines étapes, si vous voulez essayer, la prochaine étape pour vous, c'est déjà essayer Pulumi. Et ce qui est intéressant dans Pulumi, c'est que
Quand vous faites du Pulumi, vous n'allez pas avoir juste des projets Pulumi à côté d'autres projets que vous avez déjà, comme CloudFormation, comme Terraform. Vous allez pouvoir vous intégrer avec. C'est-à-dire que si vous créez un projet Pulumi aujourd'hui pour un nouveau projet qui démarre, vous allez pouvoir avoir la capacité de, par exemple, dynamiquement, dans le programme Pulumi, de lire un state Terraform, qui soit distant, qui soit local, qui soit dans un stockage classique. Vous allez avoir une capacité de lire, en fait, et de récupérer les outputs de votre stack Terraform, ce qui fait que vous allez commencer à pouvoir mixer un petit peu les deux projets. Et si vous êtes vraiment convaincu, l'étape d'après, c'est de migrer complètement votre code Terraform. Je prends l'exemple de Terraform, mais vers Pulumi. Donc, si je vais ici, vous avez des outils aujourd'hui qui permettent de prendre du code Terraform et de générer le code Pulumi. Alors, ça ne supporte pas 100% des cas, mais ça supporte sur les cas simples, ça marche plutôt bien. D'ailleurs, si je suis là, je peux montrer aussi. Il existe, pardon, vous voyez ici. Il existe aussi ces outils-là. Alors, attendez. Voilà, pour tout ce qui est ARM. Donc, ARM, c'est Azure Resource Manager. Il existe pareil pour CRD. Alors, je ne sais plus, c'est quoi CRD? Ah oui, les Custom Resources Kubernetes. Et aussi pour le Kubernetes classique, donc le cube, les objets cubes classiques. Je recherche encore un outil. Ah, c'est comme si là, je l'avais plus d'affiche. Bon, voilà. Donc, il y a des outils pour migrer. Et après, voilà, je vous invite à essayer et puis à voir par vous-même ce que vous en pensez. Merci à tous. Et puis, je suis ouvert du coup à vos questions pour savoir, en espérant que vous ayez des questions. N'hésitez pas du coup à activer juste votre micro et à prendre la parole. Hein, vous embêtez pas. Ouais, merci pour la présentation. Moi, j'ai une petite question. C'était, est-ce que vous voyez encore des avantages de partir prendre vos projets sur Terraform plutôt que Pulumi? Ou des cas concrets où il faudrait mieux justement partir sur Terraform que Pulumi? Non, alors comme ça, j'en ai pas. Après, j'ai pas fait de projet très compliqué en Terraform. Donc, je peux passer à côté de quelques petits trucs, mais sinon, je ne vois pas. Après, je n'ai pas parlé aussi en plus de toutes les fonctionnalités d'entreprise, parce que du coup, les intégrations CSO, les Cloud Guard, etc. Mais moi, si demain, je commence un nouveau projet from scratch et que j'ai le choix, je partirai sur du Pulumi. Okay. Voilà. Et on a vraiment le meilleur, enfin, avec les nouveaux providers en plus qui sortent, on a vraiment le meilleur des deux mondes, puisqu'on a 100% des providers Terraform avec la même syntaxe, les mêmes propriétés, les mêmes problèmes également, et aussi les providers supplémentaires. Ça marche. Et par rapport à la section pricing que j'ai vu sur leur site, c'est un service en plus qu'ils offrent, c'est par exemple du... Ouais, alors les deux sont très très proches, c'est-à-dire qu'il y a la version open source où du coup c'est nouveau. Dans la version open source, vous avez accès à peu près toutes les fonctionnalités sauf l'intégration SSO, je vous dis la sécurité en plus. Et après, ce qui va rajouter dans les versions entreprises, ça va être le fait d'avoir par exemple ce qu'ils appellent des tokens d'utilisation, donc c'est comme des clés d'API pour utiliser le service Pulumi spécifiques à chaque équipe. Parce que quand vous allez avoir plusieurs équipes qui vont utiliser Pulumi, vous allez vouloir que chacun ait son espace personnel. Et donc, vous allez peut-être pouvoir dire, je vais avoir une base de 5 utilisateurs avec un utilisateur par équipe. Et comme ça, vous êtes sûr que le code d'un utilisateur n'est pas utilisable par un autre utilisateur. Avoir une vraie ségrégation des droits et des choses comme ça. Après, on peut toujours rebasculer sur le mode vraiment complètement open source ou dire je vais gérer mon état en local. Mais honnêtement, je pense que le jeu ne vaut pas la chandelle. Je pense que c'est beaucoup plus intéressant de contribuer et de prendre une licence Pulumi. D'ailleurs, ce que j'ai pas montré ici, c'est quand vous prenez la licence et vous utilisez le service. Là, ça, c'est le service en mode gratuit. Est-ce que je suis connecté? Oui. Voilà. Là, par exemple, ça, c'est la version vraiment gratuite. C'est-à-dire que j'ai toutes mes activités que j'ai eues, mes exécutions sur ma stack. J'ai des intégrations avec alors là, je ne les ai pas, mais avec le code source pour dire si j'étais exécuté, par exemple, sur un GitHub ou en local.
Donc, en fait, pour tout ce qui est gestion opérationnelle, c'est vraiment hyper intéressant d'avoir ces informations-là. On peut restaurer les états parce que du coup, on a une sauvegarde automatique. Donc, je ne vois pas d'intérêt aujourd'hui de se dire je veux basculer sur une gestion manuelle de faire ces trucs-là parce que c'est plus d'embêtement que d'utiliser le service automatique. Et après, les tarifs en version enterprise, c'est à peu près pareil, je pense. Enfin, en tout cas, c'est assez similaire, quoi. D'autres questions? Bon, pas d'autres questions. Mais écoutez, j'espère vous avoir, en tout cas, avoir attiré votre curiosité sur Pulumi, si vous ne l'avez déjà pas testé. Je serais curieux juste dans le chat, si vous pouvez juste me dire si vous êtes utilisateur aujourd'hui, enfin, quel outil d'infrastructure as code vous utilisez aujourd'hui, juste pour savoir si c'est celui du cloud provider, si c'est Terraform, si c'est Pulumi, si vous avez déjà utilisé Pulumi, juste à titre informatif. Et je vous remercie.